qui est sociologue et spécialiste des mouvements migratoires. Bienvenue, Mehdi Aliwa. Merci de l'invitation. Merci à vous. Avec vous, donc, on va débattre de la gestion des politiques migratoires à la lumière des drames humanitaires qui se multiplient en Méditerranée, y compris d'ailleurs le week-end dernier. On va revenir aussi sur la décision qui a été prise lors du sommet de l'Union européenne, qui s'est tenu à Bruxelles en fin de semaine dernière, et qui a décidé de rejeter un bloc d'immigration clandestine, tout en maintenant une fenêtre ouverte pour l'accueil des réfugiés. Mais je crois que c'est aussi pour une mise en conformité avec le droit international, et enfin la volonté de l'Union européenne de créer des centres de regroupement, ont-ils dit, à la fois dans les pays de l'UE, pour les migrants qui sont déjà sur le sol européen, et puis dans les pays du Maghreb, dont le Maroc. Et on verra aussi que ça a suscité une réaction instantanée, si je puis dire, de Nasser Bourita. Mais tout d'abord, Mehdi Aliwa, sur recrudescence par recrudescence aujourd'hui de candidats à l'exil qui traversent la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Alors, oui ou non? Parce que... non, en fait, il n'y a jamais eu de crise migratoire. Il y avait une crise européenne de l'hospitalité. Ça, c'est très important. Crise européenne de l'hospitalité, c'est-à-dire les Européens ont cessé de délivrer des visas Schengen, oui. Ont cessé d'accueillir les réfugiés, pas cessé, mais ont diminué le nombre de visas Schengen, oui. Ont durci les conditions d'accès au droit d'asile, tout en ayant toujours besoin, malgré tout, d'une immigration. Et donc, migration économique essentiellement pour les pays européens, c'est ça en fait. Économique même à travers le droit d'asile. Ouais. Il ne faut pas croire qu'Angela Merkel, ouais. Lorsqu'elle accueille pratiquement 1 million de Syriens, elle sait très bien que dans les 1 million de Syriens qui arrivent, qui ont fui les camps aux frontières de la Syrie, c'est-à-dire de la Turquie, de la Jordanie, du Liban, qui sont surbondés, ceux qui arrivent à en sortir, c'est ceux qui ont le plus de moyens économiques, et souvent leurs moyens économiques, parce qu'ils payent les passeurs, et souvent leurs moyens économiques sont liés à un statut social, c'est-à-dire quelque part à un niveau d'études. Et donc chaque fois qu'on fait des études, on se rend compte que les migrants qui vont loin, les exilés qui migrent loin dans des conditions difficiles, sont souvent ceux qui ont le plus de moyens. Et donc évidemment c'est tout à gagner pour l'Allemagne, puisque d'un coup elle paraît sur la scène internationale comme étant un pays accueillant et pour son économie qui avait besoin d'un déficit de main-d'œuvre assez grave, parce qu'ils ne font pas assez d'enfants. Ils sont déficitaires même sur le plan démographique, les Allemands. On accueille des gens qui sont déjà formés, qu'on n'a pas à reformer, qui parlent anglais. Mais pourquoi on nous vend, en tout cas dans les médias, j'ai envie de dire à travers le monde, le fait qu'il y a de plus en plus de candidats à l'exil, il y a de plus en plus de migrants qui utilisent cette route de Libye, qui passe par le Maroc et qui remonte par l'Europe. Alors il y a plusieurs... Vous nous dites en fait que ce n'est pas du tout la réalité. Alors il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord la montée de l'extrême droite, un peu partout dans le monde, des mouvements identitaires qui sont liés à la peur de la globalisation. Notre planète est de plus en plus interdépendante, mais les nations sont toujours le support le plus légitime et le plus fonctionnel pour la démocratie, pour les droits sociaux, pour l'accès aux droits en général. Et donc, malgré tout, en devenant interdépendants au niveau économique, au niveau politique, on a l'impression que les nations sont en train de prendre l'eau de partout. Et au lieu de se concentrer sur comment mieux gérer les problèmes de l'écologie, le problème des tarifs douaniers, le problème de concurrence entre produits qui peuvent déstructurer l'économie locale, etc., on met l'accent, notamment l'extrême droite, les populistes, sur les migrants. Parce que les migrants sont visibles. Mais le nombre de migrants dans le monde... On joue sur la peur, en fait. C'est parti de la formation politique. C'est-à-dire que le nombre de migrants... On n'a jamais aussi bien compté le nombre de migrants dans le monde, et le nombre de migrants dans le monde ne bouge pas. Il est stable depuis 20 ans, depuis 30 ans. Au niveau mondial. Au niveau mondial. On est sur un train de... un peu moins de 300 millions, ouais. On va dire 300 millions, d'accord, ouais. 300 millions pour 7 milliards d'êtres humains. Et au niveau de la traversée nord-sud, Méditerranée, on est sur un train de combien? L'Europe a été une zone, parce qu'il faut remettre les choses dans l'ordre, oui. L'Europe a été une des plus grandes zones d'immigration au monde et continue d'être une zone de grande immigration. Notamment parce que l'Europe s'est organisée à l'échelle communautaire avec différents types de protocoles ou d'accords, comme par exemple les accords Schengen. Elle a créé une zone de libre circulation à l'intérieur. Mais tous les pays de l'Europe ne font pas partie de l'UE, font partie de Schengen, c'est un peu compliqué. Et donc l'Europe aussi est une grande zone de liberté de circulation et d'immigration parce que les Européens eux-mêmes migrent. C'est-à-dire que quand on commence à compter le nombre de migrants en Europe, on se rend compte que c'est aussi les Italiens en France, les Espagnols en Allemagne, etc. Ou les Français en Angleterre. C'est un des pays qui accueille le plus de Français au monde, c'est l'Angleterre. Donc les Européens migrent à l'intérieur de leur continent, de leur espace, mais aussi ils accueillent depuis, on va dire, pratiquement un siècle, des vagues successives d'immigration venues des pays du Sud
sud, souvent des anciennes colonies que les Maroc. empires, dans le Maroc. Mais malgré ça, ça n'a jamais augmenté. Il y a des moments, il y a des pics, Oui. mais ça n'a jamais augmenté. C'est-à-dire que pour un pays, ça peut augmenter, mais lorsque ça augmente dans un pays membre de l'Union européenne, ça diminue ou ça stagne dans un autre pays membre. Donc ça se restabilise en fait. Il y a toujours Ça un se toujours stabilise systématiquement et les craintes européennes ne sont pas fondées. Tous les chercheurs le disent. Oui. Depuis longtemps, tous les chercheurs européens, il n'y a pas un chercheur européen qui dit le contraire. Pour autant, les opinions publiques sont de plus en plus galvanisées par l'extrême droite. Donc du côté des politiques, j'ai envie de dire, à Bruxelles, des 28 États membres, on Oui. force le trait, on donne une dimension en fait qui ne colle pas du tout à la réalité. Exactement. C'est ça, en fait, C'est ça qui est terrible. Ouais. C'est ça qui est terrible. Si on veut bien comprendre, je pense qu'avec nos compatriotes, la migration des Marocains, on a un bon exemple. Au moment où on crée Schengen en Europe, on commence à créer donc un espace de liberté de circulation. On s'inquiète de la gestion des frontières extérieures. Si n'importe qui peut arriver dans un pays membre de Schengen, à ce moment-là, il peut passer dans un autre pays membre de Schengen puisqu'il n'y a pas de frontière intérieure. Et donc, on s'inquiète de cela, notamment des pays dits limitrophes, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie, etc., qui deviennent donc non seulement, qui deviennent, si vous voulez, la Des frontière ports d'entrée, européenne. des pays de transit, des pays aussi où on peut se fixer, c'est ça en fait. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, l'Espagne, l'Italie, si vous repreniez la presse des années 90, étaient accusés d'être des pays de transit. Alors que, par exemple, pour le cas espagnol, et le cas marocain, c'est très parlant, l'Espagne commence à connaître son boom économique parce que la chute de la dictature, la fameuse Movida qu'ils ont connue dans les années 80, un régime plus social, les aides européennes par milliards, et boom économique dans les années 90, Donc il faut de la main-d'œuvre. mais par millions. Le Maroc est à côté. Le Maroc est à côté. Je crois savoir que la communauté marocaine en Espagne est la première communauté Oui. étrangère. Eh oui. 650 000 personnes. Oh, c'est ça, non, ouais. mais pratiquement au million, parce que maintenant, il faut million, compter ouais. leurs enfants. D'accord, Et oui. là, on arrive au million. Et ça pose pas trop de problèmes a priori. Peut-être, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié d'entre eux sont arrivés, ou peut-être pas la moitié du million, mais sur des primo-arrivants, sont arrivés en pateras ou sans papier, D'accord. ou avec un visa, notamment ceux de la région du Nord qui avaient des facilités de visa liées à la colonisation espagnole dans le nord de notre pays, et qui ont prolongé leur séjour sans autorisation. C'est-à-dire que les Marocains ont immigré clandestinement en Espagne majoritairement parce qu'on ne leur donnait pas de visa Schengen. Madrid ne leur donnait pas de visa Schengen parce que Bruxelles, et à travers Bruxelles, la France, Je Paris, me suis à etc. l'époque de Nicolas Sarkozy d'ailleurs qui était monté au créneau. Oui, en disant... Parce que l'Espagne, le Premier ministre espagnol avait souhaité régulariser tous ces migrants, y compris d'origine marocaine. Oui, c'est ça. Ils Non, vont, c'est tous, très ils bien. vont tous arriver chez nous, ce qui est complètement faux. Ah. Les gens sont allés en Espagne parce qu'il y avait du travail. Bien sûr. D'ailleurs, au moment de la crise des subprimes et au moment où les Espagnols n'ont plus besoin de travail, les Marocains ont cessé de prendre cette route. Et donc, on voit bien que à partir de 2008-2009, ça chute. Pas parce que les frontières se sont durcies, pas seulement, parce que les Marocains n'y vont plus. Oui, et justement, je voulais juste revenir sur ce qui s'est passé ce week-end pour rester un peu dans le sujet-là, sur les drames, parce que je pense qu'il ne faut pas, il y a la dimension politique, mais il y a la dimension aussi terrain, humaine, je veux dire. Il y a plus de 200 morts qui ont perdu, 200 migrants qui ont perdu la des vie. bébés. Et des bébés, 3 bébés, je crois, Oui, ça va, 3 voilà, bébés, ce week-end. Oui. Donc ça veut dire que c'est quoi? On est encore aujourd'hui entre des politiques qui surdimensionnent la réalité, Oui. l'enjeu, Oui. et en même temps, parallèlement à ça, il y a surtout des gens qui perdent la vie. Oui. Donc on a l'impression qu'il y a une impuissance généralisée face à ça. Oui, en fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer avec l'exemple marocain. Et d'ailleurs, à l'époque, dans les années 90, c'était les Marocains qui mouraient le plus. Et on avait créé une association, Hicham Rachidi avait créé une association avec d'autres amis à Kharibga qui s'appelait l'ACVIC. À l'époque, l'association des familles victimes de l'immigration clandestine. Donc, ça fait longtemps qu'au Maroc, on connaît la réalité. Et les Marocains mouraient parce qu'ils étaient attendus en Espagne. Donc, ils savaient que s'ils passaient en pateras, ils prenaient le risque déraisonnable, mais avec des bonnes raisons. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour d'autres nationalités. Les gens essayent de passer à tout prix parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils mettent leurs pieds sur le sol européen, ils ont des chances d'être régularisés, de trouver un emploi ou d'obtenir l'asile. Je vous donne un exemple. La Suède, dans les années 2000, a été, après l'Espagne, le pays qui a le plus ouvert les frontières à l'immigration, de travail, etc., mais notamment sur les questions des réfugiés. Et à un moment donné, un ministre, ou une ministre, je ne me souviens plus, suédoise, avait dit tous les Érythréens, où il y a une dictature terrible dans ce pays-là, et tous les Sud-Soudanais, à l'époque c'était eux, qui mettront le pied en Suède, obtiendront automatiquement l'asile. Mais il n'y a jamais eu de charter pour aller chercher les gens qui fuyaient la guerre. En fait, ces flux. Voilà, il n'y a jamais eu de corridor humanitaire pour laisser traverser. C'était quand même quelque chose de très hypocrite. Ça veut dire débrouillez-vous pour venir chez nous. En tout cas, si vous arrivez jusqu'à chez nous. Nous, on vous donne l'asile. Ouais. Et donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenté le passage parce qu'ils savent qu'ils vont obtenir quelque chose en Suède. Voilà. Et les Syriens, c'est ce qu'ils ont fait. La preuve, ils ont tous
obtenu tous les Syriens. Il n'y a aucun Syrien qui a été renvoyé des pays européens, membres de Schengen. Ouais. Donc il y a une hypocrisie. Pourquoi ils n'ont pas laissé un couloir humanitaire pour laisser rentrer les gens et répartir ces réfugiés sur tout le sol européen? Parce que du coup, on laisse ces personnes-là, parce que c'est des êtres humains, on a parfois tendance à l'oublier, dans les mains de passeurs. Eh bien, évidemment. C'est ça qui profite de ce désespoir et de cet On espoir donne- aussi en même temps. Oui. Mais je Zéro visa Schengen, zéro Ouais. laisser-passer pour raison humanitaire. Mais ces Donc les passeurs, gens meurent. on peut rien faire, Mehdi Ayoub? On dit qu'il y a des passeurs, on les a plus ou moins identifiés, on sait à peu près les identifier, c'est-à-dire localisés. On a l'impression qu'ils prospèrent, ils continuent à prospérer. Alors, on peut rien faire parce qu'à l'origine, d'abord, ces passeurs n'étaient pas si nombreux et ils n'étaient pas si mafieux que ça, parce que ça coûtait beaucoup moins cher. Moi, quand j'ai commencé mes recherches, j'étais encore un étudiant en thèse, je faisais mes recherches en 2004, 2005, 2006. Le coût du passage, c'était 180, 200 dollars. Et D'accord. encore, ça, c'était le passage clean. Ça pouvait coûter moins cher. Aujourd'hui, on peut monter de la Libye, de la Tunisie ou même du Maroc, on peut monter jusqu'à 2000 dollars le passage. Donc déjà, le coût... Fois 10, quoi. Ah, x10. Donc déjà, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc évidemment, ça intéresse beaucoup plus À l'époque, c'était les gens qui s'auto-organisaient ou c'est des petits pêcheurs qui faisaient un peu de trabando. Des fois même par souci humain, il dit bon, je vais t'aider. Il montre 5 passagers dans sa barque et il l'amène, etc. C'est devenu presque une industrie. Mais pourquoi on n'arrive pas à lutter? Parce qu'il y a un double besoin. Il y a un besoin des exilés de fuir de là où ils sont. Oui. Et il y a un besoin du côté européen, non seulement de respecter les textes internationaux pour les réfugiés, mais aussi pour économiquement. Il y a un besoin, mais qui est disparate selon les pays, mais il y a un besoin de main-d'œuvre. Que ces pays-là ne veulent pas assumer politiquement. À Ils ne, l'égard de veulent la pas, population. ils ne veulent pas l'assumer, ou quand un pays européen l'assume, comme l'Espagne a voulu Ouais. le faire, On lui les tombe autres dessus. pays européens le critiquent en disant ils vont venir chez nous. Et au milieu de tout ça, il y a des bébés qui meurent. Et au milieu de tout, c'est à cause de ça qu'il y a des bébés qui meurent et c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à contrôler cette frontière. Il y a une immense hypocrisie européenne, même si je suis chercheur et on se doit d'avoir une certaine neutralité praxéologique, comme on dit, une neutralité dans le jargon. Il n'empêche que j'ai du mal à être neutre et ne pas me sentir citoyen quand je vois ces images terribles, surtout que ça fait maintenant 15 ans que je travaille sur ces questions. À l'époque, déjà, on tirait la sonnette d'alarme et j'ai l'impression que c'est une fuite en avant permanente, c'est de pire en pire. Mais D'ailleurs, chacun le son- Maroc voilà, le la sait patate. bien. Oui, d'ailleurs, on va revenir sur Oui. la position du Maroc, mais juste justement sur ce sommet de l'Union européenne qui s'est tenu à Bruxelles, je crois savoir, jeudi dernier. C'était sur 2 jours, donc il y a eu un espèce de consensus mou sur fond de tensions internes entre pays membres qui a été adopté. Vous en pensez quoi, vous? Non, mais c'est même pas un consensus, c'est une tarte à la crème, comme on dit en français. J'ai envie de dire même c'est une insulte. C'est une insulte d'abord pour les citoyens européens, parce que quand même ils prennent leurs citoyens pour des idiots, et c'est une insulte pour tous les pays alliés qu'ils ont, notamment les pays comme le Maroc et tout un ensemble de pays qui sont des alliés fidèles à l'Union européenne, Des vrais partenaires. des partenaires fidèles aux pays membres, etc. C'est une insulte, c'est quand même nous prendre pour des idiots, et c'est de dire il y a une frontière civilisationnelle entre nous et on ne veut pas de vous. On sait très bien qu'ils ont besoin de nous. Ça, c'est le message que vous décodez, qu'il faut décoder. Ah, il faut le décoder. Ouais, Il faut c'est le décoder. message. Ouais. Ben, si vous voulez, regardez, si les Européens n'avaient pas du tout besoin de migrants, ça veut dire qu'ils acceptent, par exemple, que l'Allemagne accepte de perdre 20 millions de personnes dans les 20 années qui arrivent. Hein. Vous imaginez. C'est hein, ça l'enjeu pour l'Allemagne. Ah bah oui, ils sont pas plus de 80 millions, ils vont finir à 60 millions. Donc à moins qu'ils se mettent à obliger les femmes à faire 5 enfants par couple, on va pas y arriver. La Quoi. natalité, oui. Ouais, voilà. Donc ils ont un système de retraite, ils ont un système social, ils ont un système économique qu'ils doivent soutenir. Ils peuvent accepter une perte de population, ils peuvent reconfigurer leur système social, mais à un moment donné, il faudra ramener des jeunes. Donc ils espéraient que ces jeunes reviennent, donc c'est une dimension très raciste, ils espéraient que ces jeunes ou ces gens dynamiques proviennent essentiellement du continent européen, notamment des pays européens les moins avancés. D'accord. Donc à l'époque c'était la Pologne, etc. C'était sur les ponts un peu plus haut, l'Estonie, la Lettonie. Voilà. Ou alors les pays balkaniques de l'Est, mais qui posent aussi des problèmes parce qu'ils sont aussi beaucoup musulmans, donc ça pose tout un ensemble de choses. Il y a aussi la question confessionnelle qui joue énormément. Pour l'extrême droite. Pour l'extrême- ouais, voilà. ouais. Et donc, mais malgré tout, il faut qu'ils fassent venir les gens d'ailleurs. Donc ils font des quotas. Ils essayent de mettre en place des immigrations venues par exemple d'Amérique latine, venues d'Asie, mais malgré tout, ceux qui vont le plus en Europe sont ceux qui ont un lien avec l'Europe. C'est logique. C'est un lien culturel, quoi qu'il en Mais soit, parce oui. qu'il y a une histoire commune. Mais non seulement une histoire de commune, mais on a des enfants en commun. Il y a des millions de Marocains qui deviennent européens, il y a des millions d'Européennes qui ont épousé des Marocains, qui ont épousé des Marocaines, qui ont épousé des Algériens, qui ont épousé des Sénégalais. C'est l'histoire, c'est comme ça. La colonisation a été violente, mais elle a créé des liens. Et
donc on va vers où on a des liens familiaux. Et donc couper ces liens au nom d'une nouvelle configuration civilisationnelle, je pense que c'est très dangereux et c'est nous manquer vraiment de respect. Quelque part, on se dit la colonisation n'est pas finie. Et dans cet accord consensus que vous disiez relativement en fait, très mou et marqué par de fortes tensions, il y a quoi de concret à retenir? Il y a rien entre les lignes, Jimmy, ça veut dire quoi tout ça? Donc je vais en profiter pour poser la question. Il n'y a rien de concret à retenir. L'Europe est en train d'exploser sur cette question-là. Il n'y a jamais eu de politique communautaire migratoire. C'est ce que j'essaye de dire. Parce que les intérêts ne sont pas communs? Ils sont totalement nationaux. D'accord. Voilà. Et ils ne sont pas communs, ils sont nationaux, mais même s'ils pouvaient être communs, les nations sont tenues par des votes extrémistes qui montent. Le problème, c'est un cercle vicieux. Référence à l'Autriche, l'Italie, même la France, déjà contre Chirac en 2002, Le Pen au deuxième tour, une deuxième fois, sa fille du coup, voilà donc et un peu partout en Europe, on voit cette montée, le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, donc il y a tout cela, mais c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que pour contenter les opinions d'extrême droite identitaire, on dit qu'on va lutter contre la migration. Et on le fait, mais on ne sait pas bien le faire. Comme on ne sait pas bien le faire, la migration ne s'arrête pas. C'est juste que les gens meurent plus ou sont plus violentés. Au final, c'est des états de droit, donc il faut respecter. Donc on finit par relâcher les quelques survivants qui sont arrivés. Et donc on donne l'impression à l'extrême droite qu'on est incapable de gérer ce dossier. Et donc surenchère de l'extrême droite. Pour surenchérir, les partis au pouvoir continuent à dire on va lutter contre l'immigration. Et ça ne s'arrête plus. Et c'est une fuite en avant permanente. Donc là, il n'y a rien de réglé, quoi. Il n'y a rien de réglé. Donc il y a juste un sommet qui s'est tenu, un pseudo-accord qui a été sur lesquels les 28 se sont mis d'accord, mais il n'y a rien de particulier. Si vous voulez, pour régler la question, il y a deux façons. Soit il faut supprimer le visa Schengen, et même la zone Schengen. Et donc, si je veux un visa pour l'Espagne, je me débrouille avec l'Espagne. D'accord, donc il faut sortir de ça. Soit il faut que c'est pas envisageable, me semble-t-il, parce que pour moi, ça serait perçu comme un recul en arrière au niveau de pour les Européens. Mais moi, en tant que Marocain, je pense que c'est ce qu'il faudrait qu'ils aillent. Il vaut mieux du bilatéral que du multilatéral pour nous, pour les pays du Sud. Oui, parce que parce que les enchères, ils ne la mettent trop haut. Ou alors, c'est ce qui serait souhaitable pour les Européens et ce serait souhaitable aussi pour nous. Si je demande un visa Schengen, alors c'est Schengen qui me le donne, pas l'Espagne, pas la France, pas l'Allemagne. D'accord. Donc la crainte, un guichet unique en fait. Un guichet unique. Okay. Et donc c'est-à-dire une politique communautaire, une politique migratoire unique, en disant je demande un visa pour l'Europe et ma foi c'est quand même 500 millions d'habitants européens avec des besoins de main d'œuvre et c'est pas quelques millions par an qui rentrent qui vont leur poser problème. Mais c'est quoi qui fait peur? Justement parce que c'est intéressant que vous dites le chiffre de 500 millions, c'est 500 millions d'Européens. En face notre continent c'est 1 milliard d'individus. Oui. Donc qu'est-ce qui leur fait peur en fait? Aucune idée. Est-ce qu'il y a cette phobie? Est-ce que ça génère une phobie ça? La phobie, c'est de dire qu'un jour les Africains vont tous finir par venir, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. La majorité des Africains migrent à l'intérieur, des migrants africains, pardon. Quand un Africain migre, il migre à l'intérieur du continent. Du Kenya au Sénégal ou du Sénégal au Maroc, du Maroc... Exactement, ou du Maroc à la Libye, d'accord, ou de l'Égypte à la Libye. Il y avait pratiquement 1 million d'Égyptiens en Libye qui travaillaient, puis à Benghazi, etc. Ça a repris récemment. D'ailleurs, tout l'Est... libyen pour les Égyptiens c'est presque chez eux donc c'est un peu voilà. Mais les Algériens au Maroc même si entre nos deux pays malheureusement c'est pas facile etc. Il y a beaucoup d'échanges entre les Algériens et les Marocains etc. On peut quantifier ce volume migratoire flux intra-pays africains? Alors, on arrive à le quantifier par zone. Oui. Donc, par exemple, la CEDEAO, on arrive à le quantifier par zone comme ça. Au niveau global, voilà, on a du mal à le quantifier, surtout que beaucoup de gens échappent au comptage. Aussi, beaucoup de migrants, d'ailleurs, sont des fois des gens qui sont issus de même ethnie, qui ont des frontières et les ont séparés. Donc, ça pose des problèmes aussi de citoyenneté. Donc, c'est pas clair. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on travaille plus sur les migrations africaines. Mais on est un peu plus de 50%, presque 60% sur tout le continent. Mais quand on prend l'Afrique subsaharienne, alors là c'est encore plus parlant, c'est plus de 80%, 85-86% qui sont le flux qui sont à l'intérieur du continent africain. D'accord. Donc les Africains subsahariens ne migrent pas en Europe, c'est faux. En tout cas, ça le méritait d'avoir été dit. Donc rien de nouveau sous le soleil par rapport au sommet de l'Union européenne à Bruxelles, Mehdi Aliwa, si ce n'est l'idée, parce que je crois qu'elle vient pas d'émerger ces jours-ci, elle est ancienne. Elle a une intériorité, c'est ces centres de regroupement. Oui. Voilà. Donc l'Union européenne a décidé, d'où l'ouverture de centres de regroupement de migrants
de migrants clandestins, c'est ça? Enfin, non, en fait, c'est pour ça que moi je dis qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de vrai, parce qu'ils n'y arriveront pas à le faire. D'ailleurs, les pays à qui on a demandé, c'était une fin de non-recevoir. Peut-être ils arriveront dans des États faillis, où il y a la guerre, comme en Libye, etc., où il y a eu la guerre, mais il y a encore des tensions. Il y a aussi la Libye, je crois savoir qu'ils ont signé l'accord de réadmission aussi. Voilà, donc avec ils arriveront, voilà, mais ils n'arriveront jamais avec nos pays, des pays comme le Maroc ou la Tunisie ou le Sénégal, ils n'arriveront pas à nous imposer ça. Pour bien saisir, si j'ai bien compris les enjeux, c'est des centres de regroupement qui ont été proposés par l'Union européenne, donc avec l'ouverture de centres, y compris dans des pays européens, pour les migrants qui qualifient de clandestins, qui sont sur le sol européen, mais d'accord, et l'ouverture de centres de regroupement dans des pays comme le nôtre, comme l'Algérie, comme la Tunisie ou d'autres pays pour ceux qui ne sont pas encore arrivés jusqu'aux frontières européennes. C'est bien ça? Pour ceux qui ne sont pas arrivés et même ceux qu'on va renvoyer d'Europe le temps qu'on traite leur dossier. D'accord. Ah, donc c'est plus violent encore. D'accord. Alors pour expliquer d'abord, il faut appeler un chat, ça s'appelle des camps. D'accord. Alors, à la limite des prisons, si on n'aime pas le mot camp, mais les chercheurs depuis les années 2000 appellent ça des camps. Et aucun chercheur, d'ailleurs, n'a réfuté scientifiquement le terme de camp. C'est des camps où les gens sont enfermés. Là où il y en a le plus, c'est en Europe. D'accord. Il y a le plus de camps. Alors, il y a différents types de camps, mais cette rétention dite administrative, c'est une prison dans laquelle les gens souffrent beaucoup. Et la fuite en avant, c'est qu'on augmente de plus en plus la durée de leur détention. Alors, qu'est-ce qui se passe? En Europe, il y a non seulement des gens qui arrivent, mais il y a des gens qui sont là depuis longtemps et qui restent alors qu'on ne leur a pas renouvelé le titre de séjour. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, on ne pense pas que c'est juste la personne qui vient d'arriver, etc. Dans ces camps-là, on retrouve pour plus de la moitié... C'est très mélangé en fait. C'est très mélangé. Donc on retrouve des demandeurs d'asile, des gens qui fuient la Syrie. Il n'y a pas besoin, quand on est syrien, de savoir si on fuit la mort ou pas. C'est-à-dire, il suffit d'ouvrir la télévision, surtout au moment où la guerre faisait rage. Évidemment, un Syrien, comme disaient d'ailleurs à l'époque les Suédois, automatiquement, il faudrait lui donner l'asile, on n'en parle plus. Donc on met des demandeurs d'asile dans ces camps. On met des anciens migrants. Des gens, des fois, qui avaient toute leur vie dans ces pays-là, mais pour une histoire administrative, se retrouvent sans papier. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. On met ceux qu'on vient d'arrêter, etc. Bon. D'accord. Et donc ensuite, comme ce sont des états de droit, il faut définir quelles sont leurs nationalités, et il faut définir une expulsion, une obligation à quitter le territoire, et il faut savoir dans quelles conditions on va le faire. C'est coûteux économiquement, ça prend du temps, et on n'y parvient pas toujours selon les règles de droit. Et donc il arrive que des gens passent 1 an dans un camp d'internement et soient finis par être relâchés dans la nature parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc les Européens ayant conscience de ça, d'ailleurs ils sont très souvent condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui est quand même une aberration totale. C'est-à-dire que les Européens font une politique contraire à leurs propres valeurs, mais régulièrement, même s'ils sont condamnés à la Cour européenne des droits de l'homme, comme les gens sont relâchés dans la nature, qu'il est très difficile de les expulser dans leur pays d'origine, alors on demande à des pays autres, des sous-traitants sécuritaires, ce qu'on appelle l'externalisation. L'externalisation en matière de service, donc du coup de les accueillir. De les accueillir et de faire cette demande. En tout cas, ça ne se fera pas au Maroc. Les Marocains ont dit non. Saint-Bourita, c'était d'ailleurs très clair. C'était en conférence commune avec son homologue espagnol, Joseph Borrell. C'était jeudi dernier d'ailleurs, je crois, de mémoire, qui a dit il est hors de question que nous accueillons, que nous créons des centres de regroupement ou des camps, comme vous avez dit, tandis qu'au niveau du Maroc. Donc l'Algérie, ayant entendu peut-être ce qu'a dit Nasser Bourita, a emboîté le pas, et la Tunisie aussi. Mais je pense que c'est tout. D'abord, c'est tout à l'honneur de notre pays, et ça fait très longtemps que le chef de l'État, Sa Majesté, est très clair là-dessus. Je veux dire, c'est sans aucune équivoque. Oui, on travaillera de manière bilatérale avec tout le monde. Oui, si vous arrêtez quelqu'un qui vient d'arriver à Roissy, un Marocain, il vient d'arriver, il n'a pas le visa, vous l'arrêtez, vous le renvoyez, donc ça se fait les réadmissions, ou vous arrêtez à Sebtsam et Lilia, même si ces territoires posent quand même question, mais vous les arrêtez, vous les renvoyez immédiatement. Là-dessus, on est prêt à jouer le jeu, mais vous allez commencer à nous renvoyer des Marocains qui sont depuis 10 ans en Europe, sans que nous, on ait notre mot à dire, voire des étrangers, donc, en fait, voire des non-Marocains. Ce que vous avez dit, développé tout à l'heure, le fait qu'il y ait un mélange de population dans ces centres de camps que vous avez qualifiés, ce qui a motivé la décision rendue publique par Nasser Bourita, c'est ça. C'est en fait le fait que l'Union européenne allait se mélanger aussi un petit peu, il y a un mélange de gens, y compris de Marocains qui ne seraient pas dans la situation de... Oui, c'est ça les réadmissions, ça fait très longtemps, c'est pas nouveau, ça fait... C'est vraiment qui va nous l'imposer, ça fait 20 ans que l'Union européenne... C'est ça, 97, à Amsterdam on en parle, et à Tampere, en Finlande... Finlande, en 99. Depuis 99, l'Union européenne pousse tous les pays limitrophes à signer des accords
où il s'engage à mieux protéger les frontières européennes de Schengen, en fait, et à réadmettre les ressortissants qu'on leur renverrait, même les non-ressortissants. D'accord, ouais. Voilà. Et depuis, il y a des pressions. Entre-temps, il y a eu les attentats de 2001 à New York. Oui. Donc, il y a eu un changement aussi de vision du Madrid monde. aussi en 2004. Ensuite, à Londres, Madrid. ouais, Et 2005. c'est une fuite en avant qui ne s'est jamais arrêtée depuis. Justement, Nasser Bourita, parce que vous parliez tout à l'heure de bilatéral, multilatéralisme, lui, dans sa déclaration, il dit aussi, je cite, ce sont des solutions faciles et des mécanismes contre-productifs, ce que propose Bruxelles. Oui. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Totalement, ça ne marchera jamais. Moi, je suis. C'est ça que je dis que je ne suis pas étonné de la réaction des autorités marocaines, parce que d'abord, le Maroc maîtrise bien la question de la migration. Il y a beaucoup de chercheurs marocains. Il y a une dimension politique de la migration depuis longtemps, à travers les fondations, à travers le CCME, à travers le ministère, qui est redevenu un secrétariat d'État. Donc, il y a bien sûr la nouvelle politique migratoire. Il y a le retour dans l'Union africaine avec en charge le dossier de la migration. Donc, le Maroc connaît bien ces dossiers. Et donc, c'est pas juste une histoire de fierté. C'est qu'on connaît bien nos dossiers. C'est réfléchi. C'est pensé, c'est réfléchi, c'est calculé, et c'était surtout un long terme. Le Maroc, je dois le rappeler, le Maroc, lui aussi, d'ailleurs, à un moment donné, s'est trompé sous pression européenne. Et après les attentats de 2003, les terribles attentats de Casablanca, le même jour qu'il y a la loi antiterroriste, c'était la nuit d'ailleurs, il y a la loi 0103, il y a eu la loi 0203 contre la migration clandestine. Et le Maroc a pendant 10 ans plutôt réprimé la migration. Et au bout de 10 ans, ils en ont fait l'examen, notamment à travers un rapport du CNDH qui a été donné en 2013. Et la réponse est très claire, c'est un changement radical de politique. Donc ça ne marche pas. Voilà. Nous aussi, on a essayé la sécurité. Et en fait, c'est contre-productif. Donc justement, et Nasser Bourita, juste pour finir avec le ministre des Affaires étrangères, c'est parce que ça m'a interpellé, plaide lui pour une coopération, enfin, sur l'exemple un petit peu de ce qu'il y a entre le Maroc et l'Espagne. Oui. Est-ce que c'est un modèle pour vous qui est superposable, qui peut être étendu entre les pays du sud de la Méditerranée et les pays du nord? Je pense. Alors quand même, il y a des choses à critiquer. Il y a quand même il y a par exemple ce qu'on appelle des réadmissions à chaud. Ouais. On arrête quelqu'un. Alors quand c'est un Marocain, bon, déjà ça pose problème. Mais quand ce n'est pas un ressortissant, qu'on le renvoie automatiquement dès qu'on l'arrête à Ceuta au Maroc, c'est quand même, ça pose tout ensemble de problèmes sur la question de différents types d'engagements internationaux et de l'Espagne et du Maroc. Donc il y a d'autres choses aussi à critiquer, mais grosso modo, ça fonctionne assez bien. Grosso modo, il y a aussi la question des saisonniers, des circulaires, oui, on a avec ce qui s'est passé avec les femmes. Donc il y a quand même, c'est pas non plus parfait, hein. Mais vu ce qu'on nous pond à Bruxelles, évidemment, ça fait partie de quand même des choses à plutôt encourager qu'à critiquer. D'ailleurs, quand vous parlez d'encouragement, c'est Josep Borrell, donc le nouveau ministre des Affaires étrangères et de la coopération espagnole, a salué la position du Maroc de refuser, de réfuter toute création de centres de regroupement ou de camps, en tout cas au niveau du Maroc. D'ailleurs, les Espagnols sont partie des pays qui ont le moins, même s'il y a eu des violations des droits des étrangers dans leur pays, et du racisme, c'est là où il y a le moins de camps de toute l'Europe. Enfin, c'est pas le seul pays, mais c'est là où on a le moins. Bon, il y a les sortes de centres pour adolescents. En expliquant que c'est aussi des centres semi-ouverts pour les protéger, c'est des mineurs, etc. Bon, mais sinon, pour les aider à se réinsérer, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la France en termes du nombre de gens qu'on enferme. Et on n'enferme pas les mineurs. Ce qu'on oublie, on a été choqué par ce qu'a fait Trump, parce que Trump est quand même une vraie vulgarité dans ses propos, sa manière de tweeter. Il n'a pas le prestige qu'il devrait avoir en tant que chef d'État d'un grand pays que sont les États-Unis. Mais les Européens, de manière moins vulgaire, font exactement la même chose en Europe. Et depuis longtemps critiqué Donald Trump là, lorsqu'il a voulu interdire les. Ouais, mais du coup, tout le monde leur fait remonter les chiffres. Les associations connues comme la CIMAD, connues, qui sont financées même par l'État, donc des gens qui ont pignon sur rue. On ne parle pas d'excités extrémistes, de gens qui sont très sérieux. Maintenant, sortent les chiffres, les données, expliquent le nombre de détenus contre leur volonté, le nombre d'enfants détenus, etc. Donc pour revenir aussi sur l'actualité, sur le sommet de l'Union africaine. Qui s'est achevé en début de semaine. Donc la décision de créer un observatoire africain, continental, en matière de migration, pour réfléchir, penser aussi, voire uniformiser, confronter un peu les différentes stratégies de pays africains, avec la possibilité, je crois que c'est Nasser Bourita d'ailleurs aussi qui a fait cette annonce hier ou avant-hier, que le siège social de cet observatoire se fasse à Rabat. Donc ce serait une bonne chose. C'est une réponse aussi à Bruxelles, c'est quoi? C'est un message qu'on envoie
dans notre capacité à prendre les choses en main aussi, Je pense au niveau qu'il y du a, continent? je pense qu'il y a, voilà, il y a deux messages. Il y a un premier message, et il a été dit d'ailleurs de manière très intelligente. On ne peut pas non plus demander à ce qu'on traite bien nos ressortissants qui sont en Europe, à critiquer la fuite en avant européenne, et en même temps ne pas être capable de faire, ou même faire pire sur notre continent. Donc déjà, il y a cette idée-là, très importante, de dire que nul Africain ne devrait être étranger sur son propre continent. Bien sûr, il faut des passeports, il faut savoir qui rentre, comment, il faut savoir qui s'installe, Tout surtout. organisé, ouais. Ben oui, parce que c'est pas n'importe qui peut s'installer, on a des équilibres à trouver, mais au moins que les gens puissent circuler librement, c'est la moindre des choses, et on y vient progressivement. Ça, c'est déjà le premier message. Le deuxième message, c'est aussi, je ne sais pas si c'est un message ou une prise de conscience, si l'Europe se ferme de cette manière-là, Oui. bien sûr, ça restera nos partenaires, mais à un moment donné, il faut bien chercher ailleurs. Au Moyen-Orient, c'est quand même la prolongation naturelle du Maroc, du fait que nous sommes un pays où nous parlons l'arabe. Pour certains même, on est un pays arabe, ça c'est encore un débat civilisationnel à voir. Mais comme vous l'avez bien vu, ce qui se passe en Syrie, la guerre, etc., ça va être difficile de créer aussi une zone de stabilité dans les années à venir. Il faut le faire, ça va prendre du temps. Ouais. L'Europe se ferme, il nous reste que l'Afrique. Et donc il est très important que l'Afrique s'organise mieux. Ça va prendre notre destin en main, y Prendre compris notre sur les questions migratoires. Essentiellement sur la question migratoire, parce Ouais. que derrière, c'est des questions de frontières, et c'est des questions, derrière la question migratoire, et c'est des questions de civilisation, avec une vision très raciste, néocoloniale, etc. Mais c'est ça qui est en jeu. Et donc, si on veut critiquer ça, il faut proposer un contre-modèle. Un contre-modèle qui soit équilibré, qui soit pas non plus un contre-modèle, comment dire, béni oui-oui, je trouve pas le terme, c'est pas ça, pardon, fleur bleue. Une vraie alternative. quoi. Une vraie alternative qui Ouais. soit crédible, qui soit faisable. Et je pense qu'on en a les moyens de l'offrir, au moins à l'échelle régionale, entre le Maghreb et la CEDEAO, et certainement même à l'échelle continentale. Il y a des choses qui se font, par exemple le Rwanda, qui connaît un vrai boom économique, dont j'invite nos compatriotes à aller visiter la capitale, Kigali, qui est une petite Suisse magnifique. Vraiment un vrai boom économique intéressant. Il n'y a pas de visa pour les ressortissants des pays membres de l'Union africaine. Donc on peut aller Donc, visiter. Marocain, nous, on peut aller à Kigali. Voilà. On va visiter. Bon, bien Ouais. sûr, après, on a un temps pour rester, sinon ça Ouais. devient de l'immigration, de travail ou autre chose. On va visiter, on revient chez nous. Voilà. Les Marocains n'ont pas besoin de visa pour aller au Sénégal, n'ont pas besoin de visa pour aller en Côte d'Ivoire, n'ont pas besoin de visa pour aller en Turquie, aller au Brésil, et ça se passe bien. Pourquoi on voudrait nous imposer des visas sur notre propre continent? Complètement. Donc ça veut dire que pour vous, parce qu'en fait, ce qui était intéressant aussi, c'est le choix du timing. Oui. D'un côté, il y a Bruxelles la semaine dernière, ce sommet avec tout ce qu'on a développé et tout ce que vous avez analysé tout à l'heure. Et puis nous, la réponse aussi de l'Afrique, parce que je rappelle que c'était sur proposition marocaine, cet observatoire des migrations, pour avoir aussi une politique, une vision humaniste et humanisée des flux migratoires. Voilà, c'est aussi c'est du tac au tac. C'est du tac au tac, surtout que, comme je le dis et je le répète, le nombre de personnes à gérer est très faible. Et on crée plus de heurts, on crée plus de conflits en voulant fermer qu'en laissant ouvrir. Quand le Maroc a décidé de régulariser, c'était 50 000 personnes. Donc on est un pays de 34 millions d'habitants, nous avons 5 millions de nos ressortissants qui vivent à l'extérieur de nos frontières, 50 000 personnes, mais on peut en accueillir même 100 000 sans aucun problème, contrairement à des fois aux discours nauséabonds que j'entends dans la rue ou ce que je lis dans certaines presses marocaines. Ouais. Il ne faudrait pas reproduire ce que disent les Européens. Et au niveau africain, voilà, c'est quelques millions de migrants qui se répartissent sur un continent immense. Donc il n'y a aucun problème à gérer ça. Et s'il y a des problèmes, on les prendra les uns après les autres. Au lieu d'imaginer qu'il va y avoir des problèmes, de fermer des frontières, de violenter les gens, et au contraire, on crée de la violence, on crée du conflit, on crée la mafia, on encourage même les passeurs et les mafias. En tout cas, comme quoi il faut faire preuve de... C'est une question d'état d'esprit. Oui, je pense que c'est une question d'état d'esprit. La différence aussi, il faut être à l'aise aussi avec l'individu qui est différent de nous, qui peut cohabiter aussi à nos côtés, et puis il n'y a pas de souci particulier. Bien sûr, parce que regardez, les gens qui sont venus au Maroc, s'ils ne trouvaient rien du tout pour manger, s'ils n'étaient pas accueillis, même si des fois l'accueil n'est pas à la hauteur de ce qu'ils espèrent ou de ce qu'ils en devraient donner, ils rentreraient chez eux. C'est pour ça qu'il n'y a que si peu de monde, parce que malheureusement le Maroc n'a pas les moyens pour ses propres ressortissants. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a que 50 000 personnes. Si le Maroc, demain, on trouve du pétrole et que tous les Marocains y mangent à leur faim, et qu'on n'a plus les problèmes endémiques de chômage, de sous-développement, c'est pas 50 000 qu'on aura, c'est 1 million. Plus. Mais tant mieux, ça veut dire que nous, on vivra bien. Donc ça peut être un bon indicateur. Mais c'est un excellent indicateur. En tout cas, le bon indicateur aussi de la tenue du débat d'aujourd'hui, de votre décryptage, Mehdi Aliouar, sur un sujet qui est d'actualité, qui est toujours malheureusement aussi d'actualité. Oui, toujours. Sur les questions migratoires, et les enjeux migratoires, et surtout à la lumière de ces drames.
Oui, voilà. Moi, ça me fend le cœur. Je suis très ému, c'est pour ça que peut-être que je suis à fleur de peau avec ce débat. Ouais. J'ai parlé un peu, des fois, parce que voilà, de voir ces images de gens qui meurent pour rien, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que des gens meurent en Méditerranée, alors que non seulement on peut faire beaucoup plus pour eux en Afrique, sur leur continent, mais aussi que les Européens prennent leurs responsabilités et jouent le rôle qu'ils ont joué pendant longtemps. Il n'y a aucune raison que les Européens se ferment comme ça. Avec l'enjeu aussi de voir, à force de voir défiler ces images-là, on a l'impression aussi que le risque, c'est de normaliser aussi. Ce serait la pire des choses. Le monde de demain, c'est un monde ouvert où les gens circulent librement et on arrive à trouver des moyens. Si vous voulez, l'image la plus claire, c'est celle de l'écologie. On ne peut pas imaginer un seul instant qu'il y ait une centrale nucléaire qui explose ou un nuage de chaleur quelque part et que ça ne touche pas l'ensemble du monde. Ben, la migration, c'est pareil. On est tous concernés. On est tous concernés. C'est l'affaire de tous, comme on dit. Exactement. Largement. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Mehdi Eloua, sociologue et spécialiste des mouvements migratoires, sur la lumière que vous avez jetée sur les différents enjeux, à la fois visibles et surtout qui étaient invisibles, qu'il fallait décoder sur les questions migratoires et puis ce sommet de l'Union européenne qui a statué là-dessus, même si effectivement ça reste relativement bancal. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Merci à vous et bonne journée. Merci.